Les gens qui la produisent le gardent bien secret, je vous l'assure. Autre question? Oui? Ah non, vous attrapez lui. Ok. Allez, on y est presque. On y est presque. Bientôt le week-end. Alors, ça c'est pour vous raconter pourquoi on s'intéresse à la solidification des mousses. Alors, je vous l'avais déjà un peu dit, mais la structure de la mousse conditionne complètement les propriétés du matériau que vous allez obtenir à la fin, donc du matériau qui va être une mousse solide. Donc en gros, ce qu'on sait faire aujourd'hui en mousse solide, c'est ça. C'est quelque chose d'irrégulier, de mal contrôlé. Notamment, on ne sait pas dire quelle est la structure de la mousse finale, même si on connaît déjà à la base ce qu'on met dans la solution, si on sait à quelle vitesse on la génère, enfin, tout ça, on a beau savoir tout ce qu'on veut, on ne saura jamais, pour le moment, vous dire, à la fin, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse, on aura une mousse solide qui a telle structure. Et nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est ça. Ça, c'est une mousse liquide. Nous, on aimerait bien faire des mousses solides un peu pareilles, donc des mousses solides dont on contrôle vraiment bien la structure pour contrôler leurs propriétés. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques choses qui ont été développées. Alors ça a déjà été développé au laboratoire de physique des solides. En ce qui concerne les mousses solides, ce sont des mousses... Ah, je vous laisse deviner. Bon, c'est marqué, mais je vous laisse voir la vidéo. Ah, vous êtes bon. Je vais vous laisser voir la vidéo. Donc là, on a des fils de mousse. Des fils de mousse, donc c'est simplement, au lieu d'avoir une mousse qui a une forme de pavé, si on veut, on en fait des structures longues, des fils. Et on va déposer une goutte d'eau dessus. Alors, voilà la goutte d'eau. Et voilà ce que fait la mousse. Donc effectivement, comme le titre le dit, c'est une mousse super absorbante. Et cette mousse-là, c'est déjà celle-ci qu'on met dans les couches pour bébé, que vous trouvez en supermarché. Et ça a d'abord été fait dans un laboratoire. Et ça absorbe, alors cette mousse-là, elle absorbe jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Je ne sais pas si vous imaginez. Bon, une mousse, c'est léger, mais 1000 fois son poids. Alors, plus expérimental, je dirais. Expérimental dans le sens à l'étude. Alors, déjà, je ne sais pas si vous savez, mais les os, nos os, sont des mousses solides. Ça, c'est un os. Ça, c'est un os en zoomé, hein, mais c'est quand même un os, c'est une mousse solide. Dispersion d'huile de gaz dans un solide. Et celui que vous avez en bas, c'est un os aussi. Mais c'est l'os que je ne vous souhaite pas d'avoir quand vous aurez 80 ans, c'est un os atteint d'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie
qui atteint en général plutôt les personnes âgées et qui fait que les os sont de plus en plus faits d'air et de moins en moins d'os, enfin de solides, quoi. Et il en résulte tout un tas de problèmes, par exemple, ils cassent. C'est pas mal de problèmes. Alors, en quoi ça nous concerne? Parce que finalement, les os, la nature les fait très bien toute seule. Hein. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est, et si on arrivait à faire des os artificiels, hein, en faisant des mousses, alors pas n'importe lesquelles, des mousses métalliques. Ça, c'est une mousse de titane. C'est quelque chose qui est à l'étude pour faire des os de substitution, si on veut, qui était faite en 2010. Et l'idée, ça serait donc de... Alors, ça n'a pas encore été mis en place, en tout cas pas à ma connaissance, chez un patient, mais c'est un bon candidat pour faire des os artificiels, notamment parce que le titane est très solide et à la fois très léger. Donc, c'est ce qui est le plus proche, si on veut, des conditions réelles des os qu'on a à la base. La conclusion de tout ça, en fait, c'est que quand on vous dit que dans les X-Men, Wolverine, il a un squelette en métal, en fait, c'est faux. Il a un squelette en mousse de métal. Voilà. Parce que si vous mettez... On peut se dire, ouais, mais pourquoi on s'emmerde à faire des mousses, sachant que on peut mettre un bout de métal qui remplace l'os. En fait, non, parce que les propriétés mécaniques ne sont pas du tout les mêmes. Et encore plus important, l'intégration dans le reste de l'organisme ne pourra pas du tout se faire, sachant que vos os, si ce sont des mousses, c'est parce que, alors quand vous êtes vivant, normalement, il y a plein de trucs dans les trous, hein, c'est pas de l'air. Vous avez tous les vaisseaux qui viennent, qui irriguent, etc. Et un bloc, c'est pour ça qu'un bloc de métal, déjà, ça ne pourrait pas s'intégrer dans un être humain, et en plus, ça aurait des propriétés mécaniques tellement différentes qu'au moindre mouvement, votre bloc de métal, il ne sera pas accroché au reste de votre corps, il va vous déchirer tous les tissus qu'il y a autour. C'est pas possible de faire un os artificiel qui ne soit pas une mousse pour cette raison-là. Et dernière chose qui est à l'étude, alors ça, dans mon labo, on ne travaille pas là-dessus, mais c'est un champ de recherche très très actif dans le domaine des mousses, c'est ce qu'on appelle les aérogels. Alors les aérogels, je vous en ai mis un là. Ça c'est 1 cm. Ça c'est un bec benzène. Plusieurs milliers de degrés. Ça c'est une fleur qui va bien. C'est dingue, hein? Les aérogels, en fait, on s'y intéresse parce qu'ils ont des propriétés d'isolation absolument formidables. Alors pourquoi je vous mets ça? Parce que je vous parle des mousses depuis le début. Parce que c'est en fait une mousse. C'est une mousse mais avec des bulles de taille nanométrique, 1 milliardième de mètre, donc des bulles minuscules. C'est pour ça que, déjà, on ne les voit pas. Et puis, la lumière a des problèmes pour passer à travers un tel matériau. Disons qu'il se passe des phénomènes un peu bizarres. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un peu vaporeux comme ça. Le contour n'est pas très bien déterminé. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais les bulles, elles sont tellement petites que finalement, ça compte pas. En fait, si. Parce que quand vous faites la somme de la surface totale de toutes les bulles qui sont contenues dans un 1 cm3 d'aérogel, 1 cm par 1 cm par 1 cm, vous obtenez 3 terrains de foot. International, pas le petit terrain, 3 terrains de foot. Et c'est ça finalement, c'est cette quantité de surface interne, donc d'interface, si vous voulez, solide, air, absolument gigantesque, qui donne à l'aérogel ses propriétés tout à fait particulières, d'isolation thermique en particulier, et puis aussi vis-à-vis de la lumière. Et ça, c'est un champ de... Alors, comme vous le voyez, on sait les faire, hein. On sait en faire, sauf que ça coûte très cher, parce qu'on ne sait pas les produire comme on fait une mousse. Une mousse, bon, bah, vous prenez un liquide, vous faites comme ça, vous agitez. Mettons que vous sachiez la solidifier, bon, ça vous fait une mousse. Les aérogels, je ne sais pas exactement comment ils les font, mais le procédé est extrêmement coûteux, donc ils ne peuvent pas du tout en produire en quantité industrielle. Donc c'est mort pour toutes les applications, si on veut. Pour le moment. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui cherchent là-dessus. Et pour rester sur les super-héros, justement, le bouclier de Capitaine America, moi je le ferai en aérogel, personnellement. Alors, j'ai terminé sur mon sujet de thèse. Mon sujet de thèse et la raison pour laquelle je vous parle de mousse solide,
pourquoi j'ai fait tout le chemin depuis les films de savon jusqu'aux mousses solides, c'est parce que la raison, si on veut, la problématique qu'on se pose dans le groupe, c'est passer de la mousse liquide à la mousse solide. Et mon sujet plus spécifiquement, c'est contrôler ce qu'on appelle la connectivité des cellules qu'on obtient dans la mousse solide. En gros, dans votre mousse solide, vous pouvez avoir plus ou moins préservé la structure, enfin plus ou moins préservé ce qui étaient les bulles avant dans la mousse liquide. Et ça, on appelle ça donc cellules ouvertes quand les films de savon qui séparaient les bulles, les anciennes bulles dans la mousse liquide, ont complètement disparu. Il vous reste juste un réseau qui est le réseau de ce qui était avant le liquide et qui est maintenant solide. Et puis vous pouvez avoir aussi des cellules qu'on appelle fermées, où là, on a vraiment préservé l'intégrité de la bulle en la solidifiant. Là, c'est la même chose que la mousse liquide, sauf que c'est solide. On peut vraiment reconnaître, voilà, là il y a une bulle, là il y a une bulle, et les films ont été préservés. Et puis vous avez tout un tas de cas intermédiaires. Et ça, c'est une propriété en particulier des mousses qui a une influence assez drastique sur les propriétés mécaniques de la mousse solide, si vous voulez. Cette propriété structurelle a énormément d'influence sur les propriétés mécaniques de la mousse, aussi également sur le passage de liquide à travers la mousse. Parce que les mousses s'intéressent pas mal d'un point de vue de l'écoulement à travers une mousse pour des problèmes de filtration ou ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on a vraiment très envie d'arriver à faire de manière contrôlée des mousses qui soient fermées, semi-ouvertes, ouvertes, avec un degré d'ouverture contrôlé. Et pour l'instant, ça, comme je vous en ai déjà un petit peu parlé, on a une connaissance assez empirique de ça, mais si on me donne la composition de la solution, qu'on me dit comment on fait la mousse, tout ça, je ne saurais pas vous prédire quelle structure elle aura. Ce qui pourtant serait bien pratique pour tout un tas d'applications. Et donc, au début, je vous ai montré un film de savon que je faisais au laboratoire. Finalement, moi, pour le moment, je travaille sur les films de savon parce que ce qui contrôle la connectivité des bulles là, donc ce qui contrôle si les films de savon sont préservés ou non lors de la solidification, c'est une compétition entre à quel point je solidifie vite et à quel point mes films éclatent vite. Donc en gros, et là on fait le lien avec la question que je posais tout au début, si j'arrive à prédire quand est-ce qu'un film de savon éclate, je vais pouvoir dire si je dois solidifier mon film plus ou moins vite, et ça peut me permettre d'obtenir une mousse soit fermée, soit ouverte, soit un cas intermédiaire, si je prends un temps de solidification qui est de l'ordre du temps que prend le film à éclater, si on veut. Ou plutôt du temps de vie du film, parce que l'éclatement est quasiment instantané. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai fait tout le voyage avec vous, et ça explique aussi que, bien que je travaille sur les mousses solides, au quotidien, je fais des films de savon. Et mon quotidien, justement, on va en parler un petit peu plus en images, maintenant. Alors, j'ai mis ça sous forme de... La recherche en physique, mais bon, c'est une manière de faire, si on veut. J'ai commencé par se poser une bonne question. Parce que ce dont on s'aperçoit en recherche, c'est que le plus dur, c'est pas toujours de trouver la réponse, mais de se poser la bonne question. C'est pour ça, là, je vous ai mis, voilà, un exemple de bonne question, enfin, j'espère. C'est celle qu'on se pose dans ma thèse. Quand est-ce que le film de savon, il éclate et pourquoi? Après, les questions, on n'est pas les seuls à se les poser. On n'est pas les seuls, et c'est pour ça qu'il faut se renseigner sur ce qu'ont fait les autres avant nous, ce que font les autres en même temps que nous, pour partager les connaissances et essayer de voir un petit peu s'ils n'ont pas compris des choses qu'on n'a pas comprises, ou inversement, ce qu'on a à apprendre vraiment de ce qu'ont fait les autres, et puis parce qu'on ne peut pas repartir de l'âge de pierre à chaque fois qu'on fait de la recherche en physique. Enfin, il faut bien démarrer quelque part, quoi. Et pour ça, on lit des papiers. Là, je vous ai mis un exemple de papier. Donc, je ne sais pas si vous... Non, vous ne le voyez sans doute pas depuis la salle, mais c'est en anglais. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment tout le temps en anglais. Les papiers, dès qu'on parle... Alors, évidemment, entre nous, on parle plus souvent français, mais
tout ce qui est la communication avec les autres chercheurs, ça se fait en anglais. Et donc la partie, comme vous voyez, c'est relativement court. Là, vous avez un article de 4 pages qui résume, je dirais, 1 an et demi de travail. 1 an et demi de travail, il faut mettre ça en 4 pages. C'est un exercice de style assez délicat. Et donc, comme vous le voyez, enfin, vous voyez peut-être pas, mais ici, vous avez toute une partie qui s'appelle référence. Donc, c'est là où on cite tous les articles des gens sur lesquels, on s'est appuyé pour faire notre travail. Donc, ça peut être des articles assez vieux, par exemple, un article de 1960 qui, le premier, a posé la question centrale. Ou alors ça peut être super récent, le papier qui est sorti le mois dernier, où ils ont fait un truc qui ressemble vachement à ce qu'on a fait. Ça, c'est vraiment une partie très très importante parce que ça montre déjà que ça valide un peu votre travail dans le sens où ça montre que vous êtes renseigné sur ce qu'ont fait les autres, vous l'avez compris, vous l'avez intégré, et vous appuyez dessus pour mener votre propre étude. Alors comme vous pouvez voir aussi, il y a beaucoup de textes, pas beaucoup d'équations, des images, parfois en couleur, des graphes, mais essentiellement on parle. Hein. Vous voyez, c'est un article de physique expérimentale, donc c'est sûr que dans un article de physique théorique il y aurait plus d'équations, mais c'est pas, enfin, le corps principal d'un article, c'est vraiment le discours. Alors la recherche en physique, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est travailler en équipe. Donc là vous avez toute la fine équipe, enfin il en manque, mais dans le labo que je vous montre ici, alors ça c'est une pièce du labo dans lequel je travaille. C'est pas très bien rangé, mais c'est normal, il y a des expériences un peu partout. Là vous avez une expérience, vous en avez une derrière, la mienne elle est par là, puis là vous avez tous les endroits où on doit ranger les multiples choses dont on se sert une fois par an, mais dont on se sert quand même. Et dans ce labo-là, qu'est-ce qu'on fait? On réalise des expériences. Alors, réaliser, c'est vraiment presque au sens propre. Hein. Vous voyez, là, c'est Clément, il est en train de percer un trou dans un machin, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, dans notre domaine, ce qu'on fait, c'est vraiment des travaux manuels. Là, vous voyez, je suis en train de découper un truc. Là, c'est une ancienne thésarde qui est en train de faire des manips SWOT en chimie. Donc, on fait ce que vous faites en TP finalement, mais tous les jours. C'est notre travail. Alors, on ne fait pas que ça, bien sûr, hein, parce que je vous ai déjà parlé des articles qu'il faut lire, qu'il faut comprendre, mais on construit nos propres expériences, donc ça passe par du travail manuel. Et alors, une fois qu'on a des expériences montées, il faut maintenant prendre les données. Alors là, typiquement, c'est la manip sur laquelle je travaille avec mon logiciel qui fait l'interface entre la machine et moi, et puis là je suis en train d'expliquer un truc, je ne sais pas trop. Là vous avez une autre expérience, en fait c'est l'acquisition des données, c'est aussi une partie de notre temps, mais vraiment je dirais que l'image qu'on a du chercheur qui est devant son ordinateur ou qui est sur sa manip, c'est pas ça qu'on fait le plus souvent. On passe beaucoup de temps à réfléchir, à lire les articles, à concevoir les manips, concevoir dans la tête et puis à les réaliser dans les faits. Et après, quand tout marche, c'est déjà pas gagné. Hein. Quand tout marche, on peut faire des mesures. Mais une fois qu'on a fait ces mesures, on n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, on fait des erreurs. Là, par exemple, vous avez un stagiaire qui vient de faire exploser de la mousse dans le labo. Donc je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, mais là c'est couvert de mousse. Lui il est couvert de mousse aussi. Il y en a mis partout. Voilà. Ça nous arrive aussi souvent. Et ça fait partie du job. Là vous avez un cadre, par exemple. Un des cadres que je trempe dans ma solution. Bah, si jamais j'arrête pas, si on veut, la platine qui remonte la solution à temps, bah, le cadre il lui arrive ça. Voilà. Ça arrive. Ce sont des échecs, mais en général, on en apprend des choses. Et une fois qu'on a vraiment réussi à avoir des données, qu'on a surmonté tous nos échecs, toutes nos erreurs, on les a comprises, et ben, les données, il faut les comprendre. Ça, c'est pas forcément facile non plus, parce qu'on mesure quelque chose,
Et après, il faut arriver à en tirer l'information intéressante. Et là, je citerai Tintin, qui dit, ouvrez les guillemets, « C'est peut-être prodigieux, mais je n'y comprends rien. » Ça, c'est à peu près la réaction, enfin, c'est à peu près ma réaction quand je sors une courbe, typiquement celle-là, c'est moi qui l'ai faite sur la manip que je vous ai montrée avant. Voilà, je prends ça, et c'est à peu près la première pensée qui me vient à l'esprit. C'est peut-être prodigieux, mais je n'y comprends rien. Et donc il va y avoir une grosse partie du travail qui va consister à comprendre ce qu'on peut tirer des données qu'on a obtenues. Alors, quand je dis une grosse partie du travail, pour vous donner un ordre de grandeur, faire une session de manip où je fais des films de savon, je regarde leur épaisseur, etc. Ça peut me prendre une demi-journée maximum. Je peux faire quasiment tout en une demi-journée, quelques heures. Traiter les données, ça me prend en général une semaine. Une demi-journée pour faire l'acquisition des données, une semaine pour les traiter. Donc c'est clairement une grosse partie de notre temps. Alors quand je dis traiter, c'est également comprendre, interpréter, mais c'est vraiment une grosse partie de notre temps. Ouais? Des questions là-bas? Alors, on y est bientôt. Quand on a des données, en général, pour savoir si, en tout cas quand on fait de la physique expérimentale, pour savoir si on a compris quelque chose à notre système, on fait des modèles. Et on les compare avec l'expérience. Alors ça, c'est calcul. On en fait aussi, c'est pas forcément la partie la plus excitante, mais c'est tout à fait indispensable pour savoir si on a vraiment si on a vraiment compris quels sont les ingrédients physiques importants dans le problème qu'on se pose. Donc là, en rouge, je vous ai mis une loi théorique, et puis en bleu, ce sont des points expérimentaux. Donc là, par exemple, on peut dire, bon bah, c'est pas trop mal par là, mais là, ça va pas trop mal. En gros. Et une fois qu'on a des données, qu'on les a comprises, qu'on a fait un modèle, qu'on pense qu'on a compris qu'on avait le bon modèle, on peut publier. Publier, ça veut dire écrire un article, ça prend déjà du temps. Le faire relire par ce qu'on appelle, par un jury, si on veut, de pairs, qui vont dire là tu as fait une erreur, ou alors là je suis pas tout à fait d'accord avec ton interprétation, est-ce que tu as pris en compte ça? Et après, ton article paraît dans un journal et il va être lu par les autres chercheurs du domaine, au même titre que toi, tu as lu leurs articles au début de ton travail pour te familiariser avec le travail qui a déjà été fait dans le domaine. Ça, c'est mon premier article. C'est pas sur les mousses, je travaillais sur les grains à l'époque, mais c'est mon premier article. Voilà, ça fait toujours quelque chose. Et encore mieux, on ne fait pas que écrire, on parle aussi pour transmettre les connaissances qu'on a acquises avec son travail lors de conférences. Alors les conférences, c'est un prétexte pour voyager. C'est super. En général, c'est dans des endroits cool, hein, genre sud de la France, etc. Et deux, l'occasion de discuter en personne avec tous les autres gens qui font des choses dans un domaine plus ou moins restreint, disons, autour de son sujet d'étude. Donc en gros, là, on parle devant une assemblée, exactement comme je fais là, en anglais. On présente son travail, en général, on a 10 minutes. C'est dur, hein. On présente en 10 minutes un truc qu'on a mis peut-être 1 an à faire. C'est pareil, c'est un format très 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 condensé. C'est pas du tout comme j'ai fait là, par exemple. Ça, c'est pas condensé comme format. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le plus encore que les articles, c'est vraiment là que se nouent les collaborations et toutes les... Oui, c'est ça, les collaborations. On discute avec les autres vraiment directement et on peut... là, il y a vraiment des choses qu'on peut apprendre plus encore qu'en lisant des articles, vu que les articles sont tellement condensés qu'on n'a quand même pas tous les détails. Donc, c'est une occasion privilégiée pour tisser
pour monter des expériences entre plusieurs labos ou apprendre un peu ce qu'ont fait les autres dans le même domaine, mais qui n'ont pas forcément publié. Et une autre partie du travail du chercheur, qui est, je dirais, très importante, c'est de... Alors, parce qu'on peut appeler ça du travail. C'est de vraiment rester curieux en toutes circonstances. Dans le sens où là, par exemple, vous avez le professeur Tournesol qui est en train de s'extasier devant un petit poisson qui s'appelle le gymnote, qui est un poisson électrique. Voilà. Il trouve ça super. Et ça, c'est vraiment... Je vous montre ça parce que c'est vraiment l'état d'esprit du chercheur. Là, vous avez toute l'équipe qui est en train de s'amuser à faire des mousses. Alors, on dirait de la mousse normale, mais c'est de la mousse de butane. Le gaz qu'on utilise, c'est du butane. Donc la mousse, on approche une flamme, elle s'enflamme complètement. Donc en gros, là, on aurait pu faire sauter le labo ce jour-là. On l'a pas fait. Et vraiment pour vous dire que ça, c'est des trucs qui nous font tout aussi plaisir que publier un article ou aller à une conférence. C'est ça qui finalement rend le travail... c'est ça qui fait qu'on a envie d'aller au travail le matin. Et voilà, je vous ai, pour terminer, mis une photo de trois de mes chefs qui sont, pour une fois, pas en train de faire des tâches administratives, mais en train de s'amuser dans le labo. Et je voulais vous laisser donc, sur une image de chercheur que je trouve tout à fait parlante, et celle-là. Moi, je pense qu'un chercheur, ça ressemble plus à ça qu'à un savant fou ou autre chose. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez venir jouer avec les manifs devant, vous êtes les bienvenus et merci pour votre attention. Oui, à l'explicite, bah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Moi, je récupère. Non, c'est bon, il y a... Moi, sinon, je suis en bagnole et je récupère un bout et je peux revenir récupérer mon moment. C'est pas détendre. D'accord.